candidats doivent bien avoir en tête l'enjeu de l'obtention de cette certification. Il s'agit de constituer à la disposition des réseaux académiques. Ces réseaux ont besoin de personnes ressources sur des questions disciplinaires et ils ont tout autant besoin de formateurs capables de répondre à une demande transversale émanant du terrain. Un formateur académique se doit donc de travailler sur ces deux pôles, celui de l'expertise et celui de l'adaptabilité. Un cursus accompagné d'une durée de 2 années doit permettre aux candidats une appropriation progressive des enjeux, des compétences et des postures du formateur. La première année, il prépare l'épreuve d'admissibilité. La seconde année, il acquiert l'expertise nécessaire pour accéder aux épreuves d'admission en s'inscrivant aux différents modules de formation du formateur prévus dans le cadre du plan académique. Ces 2 années offrent l'opportunité d'une appropriation progressive des enjeux et des compétences nécessaires à la mise en œuvre et à l'accompagnement des formateurs en académie. Analyse des besoins, construction des actions de formation intégrant une dimension numérique, analyse des effets de la formation sur les pratiques pédagogiques. L'épreuve d'admissibilité prend appui sur un dossier fourni par le candidat, lequel comprend un rapport d'activité de 5 pages maximum hors annexe et des rapports d'inspection ou les dernières évaluations corrélées au PPCR. Elle consiste en un exposé de 15 minutes suivi d'un entretien de 30 minutes avec le jury. Un ordinateur et un vidéoprojecteur sont mis à la disposition des candidats qui souhaitent utiliser une présentation numérique en appui de leur exposé. Les candidats peuvent apporter leur propre matériel. Le jury évalue le rapport d'activité, l'exposé réalisé par le candidat ainsi que l'entretien consécutif. Le rapport peut comporter en annexe tout document, y compris audiovisuel, à même d'éclairer l'exemple d'activité choisi. Il ne faut pas oublier de se projeter dans des missions d'un formateur académique détenteur du CAFA. Le jury attend des candidats qu'ils soient capables de prendre du recul sur leurs pratiques et d'entrer dans de l'analyse. L'examen du rapport d'activité doit permettre d'apprécier la capacité du candidat à se présenter en dégageant les lignes de force de son parcours, sa capacité à s'adapter à une diversité de publics à des contextes scolaires et éducatifs variés, son implication dans la vie de sa discipline ou spécialité dans des projets éducatifs à l'échelle de l'établissement, du district, du bassin de formation, sa participation à des actions de formation et son intérêt pour la formation. Le jury vérifie la capacité du candidat à conduire une analyse didactique et pédagogique et à réfléchir à sa propre pratique. Ainsi, le jury est attentif aux éléments suivants. Le candidat doit montrer sa capacité à formaliser sa pratique professionnelle sans se limiter à une seule démarche descriptive de type chronologique. Il est attendu des candidats qu'ils mettent en valeur les points forts de leur parcours en évoquant clairement les domaines d'expertise et les expériences significatives de leur trajectoire professionnelle. Le rapport d'activité doit également permettre de montrer la capacité des candidats à appréhender la pluralité et la diversité des contextes d'enseignement, cycle, niveau, éducation prioritaire. Le rapport d'activité doit permettre de ressentir l'implication du candidat dans des projets éducatifs, éventuellement à plusieurs échelles, établissement, académie, nationale. Le candidat doit faire montre d'intérêt pour la formation et ou l'accompagnement, notamment par sa participation éventuelle à des actions de ce type. Les annexes ont pour fonction d'éclairer le jury sur un ou plusieurs domaines d'expertise, une ou des expériences à valoriser, une ou des compétences à mettre en relief. Chacune des parties devra être dactylographiée en Arial 11 interligne simple. Le jury apprécie la mise en évidence de l'expérience professionnelle par rapport à la certification. Sur la forme, le contenu doit conduire le jury à apprécier les compétences professionnelles du candidat au regard du référentiel de compétences professionnelles. Les compétences sont regroupées en 4 domaines: penser, concevoir, évaluer, mettre en œuvre, animer, accompagner l'individu et le collectif, observer, analyser, évaluer. L'intérêt est de s'appuyer sur la diversité de son parcours professionnel pour repérer une expérience pertinente en adéquation avec la certification présentée. Il s'agit de démontrer la richesse du parcours professionnel, la pertinence du choix de l'activité décrite en relation avec le référentiel des compétences,
La capacité du candidat à mettre en exergue les compétences développées pour se projeter dans les missions du formateur. L'articulation cohérente des différentes parties, la qualité de l'expression, la maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe. L'entrée choisie pour construire le rapport a également une importance. Par compétence, par mission, chronologique. Dans tous les cas, le candidat doit dégager les points forts qui l'ont amené à se présenter à cette certification. En l'occurrence, le format de 5 pages nécessite plutôt de privilégier une approche synthétique et non un déroulé narratif et chronologique, voire un catalogue d'expériences. La mise en cohérence d'activités qui peuvent sembler diverses et sans relation les unes aux autres est un exercice délicat, mais nécessaire pour permettre au jury d'apprécier les compétences utiles aux futurs formateurs. En lien avec les 4 domaines de compétences du formateur, le jury est attentif à ce que cet entretien permette de mesurer chez le candidat sa motivation à devenir formateur, son expertise professionnelle, sa réflexion didactique, pédagogique et éducative, sa capacité à communiquer avec d'autres professionnels de l'enseignement et de la formation, sa capacité d'analyse sur ses pratiques, son investissement dans la structure éducative, sa connaissance du système éducatif et de l'environnement des unités éducatives. On pourra ajouter à destination du candidat les points de vigilance suivants. Le temps de l'exposé oral doit proposer un contenu qui s'inscrit en complément de ce que le jury a déjà lu dans le rapport d'activité. Les présentations doivent être structurées, annonce du plan, structuration du propos et mise en perspective, et respecter le format des 15 minutes de présentation. L'entretien avec le jury est le moment utile pour faire l'exégèse des motivations du candidat, comprendre sa trajectoire professionnelle et surtout sa capacité à se projeter dans les fonctions de formateur. Il ne s'agit donc pas uniquement de faire un bilan de carrière, mais aussi de faire preuve de sa capacité à formaliser, voire problématiser une démarche professionnelle et de faire preuve de recul réflexif. Le candidat doit être capable de mobiliser quelques références théoriques et réglementaires, s'appuyer sur son expérience pour proposer des pistes en termes d'objectifs et de méthodologie de formation, envisager d'autres contextes de formation que ceux déjà mis en œuvre, adopter une attitude et une posture en adéquation avec le métier de formateur, montrer sa connaissance de l'évolution du cadre de la formation et notamment du schéma directeur de la formation continue des personnels de l'éducation nationale, qui est un cahier des charges des plans de formation nationale, académique et de l'établissement, précisant les principes applicables à la formation continue des personnels du ministère, les orientations et les modalités de mise en œuvre de la formation continue, inscrites elles-mêmes dans un continuum avec, en amont, la formation initiale et la formation continuée. Il a été remarqué par le jury un apport théorique manquant, une distanciation à améliorer, une acculturation théorique à approfondir, des difficultés à transposer son métier dans la mission de formateur, le candidat reste trop dans sa posture d'enseignant. Le jury indique un manque de fondamentaux des compétences des formateurs, des projets pas très clairement définis, un manque de problématisation et un manque d'identification des invariants d'une formation. Les candidats sont encore extrêmement disciplinaires. Le jury note encore beaucoup de candidats qui n'identifient pas leur futur public adulte en formation à leur public d'élèves, enfants ou jeunes adultes. Le jury a pu noter toutefois une différence importante dans le soin et la mise en forme du rapport qui, bien que non rédhibitoire, indique l'investissement du candidat dans cet exercice. Orthographe, taille des caractères, justification des paragraphes, etc. Le jury tient à rappeler que le soin apporté à la rédaction du rapport est apprécié par les examinateurs qui se forgent inévitablement une première opinion à travers sa lecture. La forme demandée pour le rapport d'activité doit par conséquent être respectée et un effort de relecture pour correction des éventuelles erreurs ou coquilles est nécessaire. Les meilleurs dossiers présentaient donc une organisation problématisée et un regard analytique sur la pratique et l'accompagnement. Certains dossiers ont ciblé efficacement et clairement des compétences de formateurs avec une démarche réflexive sur la pratique. Il est nécessaire de mettre en lien son expérience avec les compétences acquises que vous mettrez en œuvre, de mener une réflexion profonde sur les attentes d'un formateur, de savoir sortir de sa spécialité et de sa vision d'enseignant. Le jury apprécie des candidats qui ont commencé une réflexion sur le métier, une expérience en tant que formateur, y compris en co-animation, est un plus. Il est nécessaire de présenter des dossiers structurés et aérés offrant une lecture fluide.
Le candidat est invité à sélectionner les éléments qu'il souhaite faire figurer. Les annexes en nombre limité méritent d'être réfléchies. Elles doivent permettre au jury de mieux appréhender et de comprendre le parcours professionnel du candidat, comme la présentation de son expérience significative au regard de cette certification. Le candidat doit s'appuyer sur la diversité de son parcours pour repérer une expérience pertinente. Le jury doit avoir les moyens d'apprécier les compétences professionnelles du candidat au regard du référentiel de compétences professionnelles du formateur. L'expérience doit être explicitée et mise en valeur. Cette première étape requiert nécessairement un regard réflexif. La distinction entre pédagogie et andragogie doit être abordée. Le jury constate que la forme des dossiers est plus satisfaisante avec un respect des consignes en termes du nombre de pages ou d'annexes. En revanche, la structure n'est pas toujours convaincante. L'expérience reste parfois insuffisamment explicitée et mise en valeur. La présentation linéaire du parcours professionnel, sans analyse et sans distanciation quant à l'expérience professionnelle, est à proscrire. Cette première étape requiert nécessairement un regard réflexif, c'est l'essence même de l'année d'admissibilité. Sur le fond, le jury s'étonne que la distinction pédagogie-andragogie n'était toujours pas acquise par certains aspirants formateurs. Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler qu'un formateur n'est pas seulement un très bon enseignant qui serait là pour montrer ce qu'il serait judicieux de mettre en place auprès de ses pairs. Le jury a apprécié la capacité du candidat à mettre en exergue les compétences développées de manière concrète pour se projeter dans les missions du formateur. L'intérêt des profils et la richesse des parcours professionnels des candidats, la pertinence du choix de l'activité décrite en relation avec le référentiel des compétences professionnelles, la capacité à réinterroger des choix en fonction des publics différents, des situations nouvelles, des objets de formation autres que ceux déjà appréhendés. Démontrer une ouverture, une capacité de réflexion, une aptitude à prendre de la distance. Les candidats ont généralement parfaitement tenu le temps qui leur était imparti pour cette présentation. La plupart des candidats ont également su éviter la relecture de leur rapport d'activité tout en s'y appuyant. Dans quelques cas cependant, la présentation orale est restée trop proche du contenu du rapport, ce qui n'a pas permis au jury de déceler la prise de distance et la créativité nécessaires aux fonctions de formateur. Le jury a apprécié les présentations qui ont su aller au-delà d'une redite du contenu du rapport, vers un approfondissement de la réflexion sur un aspect de l'activité professionnelle ou une analyse réflexive sur la pratique actuelle du candidat, ce qui l'a amené à dégager les axes prioritaires de travail pour sa professionnalisation comme formateur académique. Les candidats se sont montrés généralement ouverts aux questions permettant des échanges. La réflexion engagée a mis en évidence des capacités d'adaptation et d'analyse. Un exposé clair et un déroulé cohérent de l'analyse de leur expérience professionnelle, ainsi que des réponses précises aux questions du jury, semblent des prérequis nécessaires à la posture d'un formateur pour être prêt à répondre à des collègues en général très demandeurs lorsqu'ils assistent à une formation. Par ailleurs, l'esprit d'ouverture ne saurait manquer à un enseignant qui envisage d'être formateur sur des formations transdisciplinaires et transversales. La plupart des candidats ont su assurer leur présentation sans lire leurs notes, ce qui a été apprécié par le jury. Certains candidats ont choisi d'utiliser le vidéoprojecteur pour appuyer leur présentation. Lorsque le candidat choisit un support numérique, il convient que celui-ci soit bien travaillé et qu'il soit non pas une fin en soi, mais un renforcement donné aux convictions argumentatives du candidat. Il convient en effet de veiller à ce que l'orateur ne s'efface pas derrière sa présentation et veille à conserver clarté d'expression et attitude de dialogue. Certains candidats ont utilisé le support du tableau pour présenter et animer leur analyse. Cette initiative finement menée a été également appréciée par le jury. Cette présentation leur a permis de démontrer en toute cohérence leur qualité pédagogique. Certains candidats ont su valoriser leur parcours riche et varié, une expérience solide de formateur ou de tuteur et un certain recul sur le système éducatif français. En revanche, le jury a constaté parfois un manque de connaissance du système éducatif assez important. À ce titre, il est indispensable que des candidats à une certification en lien avec la formation aient une vision claire du fonctionnement institutionnel de la formation des enseignants. De même, la volonté d'être formateur académique doit nécessairement s'accompagner d'une veille informationnelle et d'une conscience claire des mutations et réformes actuelles. Réforme du lycée, réforme du baccalauréat, réforme de la voie professionnelle par exemple. À minima, la connaissance des textes officiels des divers degrés d'enseignement, de l'école élémentaire au lycée, sur lesquels on s'appuie en formation, est une nécessité. Enfin, lors des échanges, le jury attend du candidat
qu'il s'inscrive dans une posture de formateur, relation avec ses collègues enseignants, avec les équipes de direction et les corps d'inspection, avec les services académiques. La loyauté envers l'institution est également un élément primordial lors des échanges. En conclusion, le jury a apprécié lorsque les candidats sont en mesure de présenter, dans le prolongement des éléments développés dans leur dossier, une problématique liée à la mission du formateur, s'appuient sur leur expérience pédagogique et didactique, sont en capacité de s'appuyer sur des références d'ordre scientifique ou didactique ou pédagogique, prennent un recul nécessaire pour se projeter dans des fonctions de formateur, repèrent les difficultés liées à cette fonction, sont capables de réagir avec élégance et finesse quand ils sont quelque peu déstabilisés par le jury. Le jury apprécie au moment de l'exposé la clarté du propos, l'usage précis du vocabulaire professionnel, la construction de l'exposé, la qualité de la réflexion du candidat et son aptitude à identifier ses compétences. La présentation succincte de son parcours puis de son expérience professionnelle significative doit faire l'objet d'une préparation de la part du candidat. Le jury attend du candidat qu'il valorise son parcours professionnel au regard des compétences attendues du formateur académique et mette en exergue les enjeux de la formation. L'évocation d'expériences vécues hors champ professionnel n'est pas dénuée d'intérêt pour le jury si celles-ci apportent une réelle plus-value au parcours, sont analysées avec distance et montrent une capacité de transposition de compétences acquises dans les futures missions de formateur. Il doit montrer une première compréhension des évolutions actuelles de la formation, cadre d'exercice, modalités, diversité des publics, objets de formation transversaux, techniques d'animation. La nécessité de déborder sa discipline, l'esprit de la certification est de faire émerger des formateurs académiques qui, sur une assise disciplinaire maîtrisée, sont capables d'ouverture. Il est attendu du candidat qu'il sache prendre de la hauteur par rapport à son expertise disciplinaire comme à sa pratique professionnelle. Les candidats gagneront à bien connaître le système éducatif dans toutes ses composantes, notamment premier et second degré, interdegré, intercycle. Il n'est pas inutile de rappeler que la composition du jury permet une représentation des différents corps et missions. Compte tenu de la composition du jury, les candidats doivent s'attendre à un questionnement très ouvert, croisant les préoccupations de tous les acteurs, corps d'inspection, personnel de direction et formateurs académiques. Le jury recherche chez les candidats une capacité de réflexion, une aptitude à prendre de la distance. Le jury attend du candidat une bonne capacité d'écoute et de réflexion. Le jury a pu constater la difficulté pour quelques candidats à opérer un recul réflexif sur leur pratique. Précisons qu'il n'y a pas lieu de penser que le jury cherche à piéger un candidat. Les questions sont volontairement ouvertes, proposent des situations variées. En cela, l'expérience de la formation ne peut constituer une garantie de réussite. Ce qui est important, c'est le recul réflexif sur la pratique, le pas de côté, ainsi que l'adaptabilité à des situations inattendues. La nécessité d'écouter les jurys, de répondre à ces questions pour cultiver le sens du dialogue et de la controverse. Le jury apprécie les candidats qui sont capables de faire preuve d'une réactivité propice à un échange dynamique et constructif. Mentionnons de la même manière que le jury n'attend pas une réponse, il évalue la capacité du candidat à réagir dans un contexte donné, à réfléchir sur une situation peut-être jamais rencontrée, mais possible et crédible pour un formateur académique. Le jury a apprécié les candidats qui ont su entrer dans un véritable échange et ont su prendre en compte les questions qui leur étaient posées pour formuler les réponses personnelles révélant à la fois la solidité des connaissances scientifiques et la qualité de leur réflexion. Deux épreuves sanctionnent l'année de préparation à l'admission du CAFA. Une épreuve pratique, les candidats ont le choix entre l'analyse d'une séance d'un stagiaire ou d'un néo-titulaire ou l'animation d'une action de formation. La rédaction et la soutenance de la mémoire professionnelle, et ces deux épreuves visent à apprécier le degré de maîtrise par les candidats des compétences déclinées dans le référentiel de compétences. Ces compétences sont regroupées en 4 domaines. Penser, concevoir, élaborer, mettre en œuvre, animer, accompagner l'individu et le collectif, observer, analyser et évaluer. Première épreuve d'admission, l'épreuve pratique professionnelle suivie d'un entretien. 2 examinateurs qualifiés, un inspecteur second degré de la discipline ou domaine du candidat et un professeur formateur académique, évaluent cette épreuve. L'épreuve induit l'animation d'une action de formation professionnelle auprès d'un groupe, suivie d'un entretien avec les examinateurs qualifiés
avec l'ambition d'évaluer la capacité du candidat à concevoir, organiser et animer une action ancrée dans une problématique professionnelle liée au contexte d'exercice. À l'issue du temps de formation, le candidat dispose de 15 minutes pour changer de posture et préparer son entretien de formation avec les évaluateurs qualifiés. Le premier temps concerne l'animation d'une action de formation professionnelle pédagogique ou éducative, qu'elle soit disciplinaire, interdisciplinaire, intercycle ou interdegré à l'échelle d'un établissement ou d'un réseau d'établissements ou encore d'une formation académique. Sa durée est de 60 à 90 minutes. Le second temps est un entretien avec les examinateurs qualifiés pour une durée de 30 minutes. La circulaire précise le cadre dans lequel doit s'inscrire le mémoire et la forme attendue. Un travail de réflexion portant sur une problématique professionnelle d'accompagnement ou de formation qui implique un engagement personnel du candidat pour questionner sa pratique et à l'améliorer. 20 à 30 pages hors annexe. Ce mémoire est d'une longueur comprise entre 20 et 30 pages hors annexe. Chacune des parties devra être dactylographiée en Arial 11 et interligne 1,15 ou 1,5. Le jury souhaite également qu'une bibliographie apparaisse systématiquement en fin de document, en respectant la norme APA. En quatrième de couverture est attendu également un résumé de 10 lignes, même typographie que le mémoire. Le respect des exigences formelles du mémoire est une condition sine qua non de réussite. Pour être déclarés admis, les candidats doivent attester d'un degré de maîtrise suffisant dans chacun de ces 4 domaines de compétences. Le jury apprécie également la capacité des candidats à intégrer le numérique au service de la formation. Au final, pour être admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 12 sur 20. Concernant l'analyse de séance, le jury attend que ces préconisations soient strictement respectées. Le candidat et le jury assistent à la séance. À l'issue de la séance, le candidat propose au professeur stagiaire ou au néo-titulaire son analyse de la séance dans une visée formative, et ce pendant 30 minutes. Au terme de cette analyse, le jury s'entretient avec le candidat pour une durée de 30 minutes également. Pour l'analyse de pratique, le candidat doit porter son attention à l'organisation globale de l'entretien en explicitant à l'enseignant la manière dont se déroulera l'entretien, au cadre des questions à poser en précisant à l'enseignant les points abordés, aux points essentiels, points forts, points faibles, remédiation possible, dans le cadre d'une synthèse finale. Il doit bien entendu veiller à ce que l'enseignant entende et reçoive les remarques ou préconisations, peut-être même en les validant explicitement pour permettre un échange utile et efficace. À cette fin, le candidat montrera durant l'entretien sa capacité à identifier et sélectionner les conseils pertinents relevant de la posture comme du champ scientifique et didactique. Dans le cas où l'enseignant a déjà été vu dans le courant de l'année, le candidat doit mettre en exergue les progrès ou aider l'enseignant à mesurer lui-même les progrès réalisés. Dans l'entretien avec le jury, le candidat doit faire la preuve de sa capacité à justifier ses choix, nombre et hiérarchie des conseils donnés, modalités d'entretien, avant d'analyser les effets de son action et à prendre du recul pour éclairer sur sa pratique. Pour l'animation d'un temps de formation, le candidat doit s'assurer d'une bonne connaissance des textes officiels et se réinterroger sur la posture de formateur. Le candidat ne doit pas se tromper d'objectif pour cette épreuve de pratique. Il s'agit avant tout de montrer sa capacité à opérationnaliser ses connaissances théoriques dans une situation concrète. Le candidat doit faire la preuve de sa capacité à exploiter ses connaissances théoriques au service de l'efficacité de l'action conduite en montrant sa capacité de réaction aux situations, tout particulièrement celles qui n'étaient pas prévues, mais qui peuvent survenir lors d'une formation. Le candidat est en situation. Être en mesure d'expliciter clairement les enjeux et les objectifs de la formation et en proposer une illustration en tenant compte de la spécificité du public observé, identifier les besoins des stagiaires ou encore anticiper les réactions du groupe. Être en mesure d'expliciter les différentes phases de la formation, de justifier les choix opérés et de proposer des pistes pour en améliorer l'efficacité. S'emparer de la question de l'évaluation d'une formation et de celle du réinvestissement de la formation auprès des élèves. Dans la mesure du possible, le candidat doit démontrer sa capacité d'analyse réflexive pour estimer la qualité de son intervention au regard de l'implication des stagiaires. Le jury reste attentif à la logique de construction de l'action, ses objectifs, ses relations avec le cadre de référence, la pertinence de la mise en activité et des supports employés, en particulier les supports numériques. Il tient à attirer l'attention sur la spécificité du public rencontré à l'occasion des actions de formation.
Pour beaucoup de candidats, il s'agissait d'actions de formation inscrites au plan académique, à l'offre, mobilisant un public captif et intéressé. Les objectifs, les intérêts étaient donc connus, partagés et intégrés. Le formateur académique doit être également armé pour faire face à des groupes désignés, ce qui implique la maîtrise de techniques d'animation variées et un travail conséquent en amont d'une formation, afin d'identifier les besoins réels et parvenir à un taux de satisfaction honorable à l'issue de cette formation. Le temps d'analyse de l'action de formation se révèle souvent décisif. Dans le cas du tutorat comme dans celui d'une formation, les membres du jury observent en particulier les points suivants. La culture pédagogique et didactique des tuteurs. Sont-ils capables de proposer des pistes pour aider en s'appuyant sur l'expertise acquise? Les qualités relationnelles. Savent-ils rassurer, guider, accompagner leurs interlocuteurs, encourager l'initiative? Savent-ils amener les stagiaires à déconstruire certaines représentations installées? Savent-ils éventuellement désamorcer des conflits potentiels, le cas échéant, en ayant recours à l'humour? Savent-ils également rester fermes lorsque cela est nécessaire? La capacité d'être à l'écoute et de répondre aux attentes des stagiaires. Les conseils donnés sont-ils pertinents ou à contrario irréalistes à mettre en œuvre en début de carrière? Les méthodes de questionnement utilisées, questions ouvertes, courtes, qui amènent les stagiaires à l'analyse réflexive et à trouver eux-mêmes des réponses, ou au contraire une tendance à monopoliser la parole au risque de rester dans l'injonction. La capacité à cadrer. Savent-ils rappeler les règles? Ont-ils construit la relation tuteur-stagiaire de façon professionnelle en s'appuyant sur des outils pertinents? La capacité à prioriser, cibler des pistes de travail. Savent-ils hiérarchiser les priorités, proposer un cadre de travail fondé sur la progressivité? La démarche de développement professionnel propre à chaque tuteur, lecture personnelle, formation et auto-formation. Enfin, comme pour l'ensemble des épreuves, la loyauté vis-à-vis de l'institution. Le jury observe ainsi la capacité des tuteurs-formateurs à aider les enseignants à se développer professionnellement, ainsi que la façon dont ils parviennent à mettre en place un climat favorable au travail individuel ou collectif des formés. Le mémoire professionnel est un travail personnel de réflexion reposant sur une problématique professionnelle d'accompagnement ou de formation. Le mémoire consiste en une étude de situation centrée sur une question professionnelle articulant savoir et expérience. L'adossement de la réflexion conduite à la recherche est indispensable. En aucun cas, le mémoire ne peut se limiter à un simple récit d'une expérience de formation ou d'accompagnement. Pour autant, les exigences ne sont pas davantage celles attendues d'un mémoire de thèse, ni sur la forme, ni sur le fond. Le candidat doit faire preuve d'un engagement personnel pour réfléchir à sa pratique et à son amélioration. Ce travail de recherche est au cœur de la mission au CAFA. Les meilleurs mémoires professionnels permettent d'exposer de manière simple des références théoriques et des expérimentations conduites en rendant compte de la complexité de la réalité. Le candidat présente durant 15 minutes son mémoire professionnel, puis échange 30 minutes avec le jury et les examinateurs qualifiés mobilisés pour l'épreuve professionnelle. Le jury est amené à évaluer les capacités suivantes. Établir une problématique fondée sur un questionnement professionnel en relation avec une situation d'accompagnement ou de formation. Formuler des objectifs spécifiques pour traiter un problème et élaborer des hypothèses opérationnelles. Mettre en œuvre une démarche d'expérimentation s'appuyant sur une méthodologie rigoureuse, outillée par la recherche, observation, questionnaire, outils d'analyse, indicateurs pertinents. Proposer une stratégie d'action d'accompagnement ou de formation. Faire état par écrit de la réflexion conduite. La présentation du mémoire ne doit pas excéder 15 minutes et doit faire l'objet d'une préparation rigoureuse pour garantir le respect du temps imparti, pour offrir au jury un exposé structuré et clair. Le candidat peut faire le choix d'une articulation différente ou d'une recomposition différente du contenu du mémoire si cette démarche permet d'apporter un éclairage complémentaire. L'essentiel est de mettre en lumière, au cours de cette présentation, la manière de décrire brièvement la méthodologie et l'expérimentation, de dégager l'intérêt du mémoire par rapport aux questionnements et aux hypothèses envisagées. L'adossement à la recherche étant essentiel, le jury apprécie les références scientifiques pertinentes dans le propos sans nécessairement tendre à l'exhaustivité. Dans la mesure du possible, la présentation doit être dynamique et convoque l'outil numérique. Le jury attend que le candidat mobilise un vocabulaire professionnel et se projette dans une posture de formateur.
4 points doivent retenir l'attention des candidats aux prochaines sessions de l'admission au CAFA, sans pour autant négliger les conseils qui ont pu être énoncés dans les rapports des années précédentes. La soutenance du mémoire doit prendre appui sur un socle professionnel. On se situe ici à la frontière entre un mémoire strictement professionnel et un mémoire de type universitaire. Il s'agit clairement de faire le lien entre une pratique existante et son amélioration possible grâce notamment aux apports de la recherche. Le jury a noté une sensible amélioration des mémoires présentés sur le plan méthodologique. Le jury a particulièrement apprécié les mémoires où le candidat pose une difficulté ou une limite rencontrée, expérimente un dispositif pour la surmonter et évalue les résultats enregistrés. La posture du candidat lors de la soutenance doit éviter 2 écueils, l'attitude désinvolte et l'attitude scolaire. Les candidats qui ont obtenu un avis très favorable ont su créer une communication aisée, détendue, sans toutefois déraper vers une proximité excessive avec les membres de la commission. Ils ne lisent pas leurs notes, regardent leur auditoire, se comportent comme des formateurs à part entière. À ce titre, ils montrent leur capacité à réfléchir, à s'interroger, à douter, mais aussi à définir quelques concepts clés, argumenter et proposer. L'élément relevé le plus souvent par le jury est une projection insuffisante vers le métier de formateur. Il est fréquent que les candidats aient une mauvaise compréhension de l'enjeu de l'examen, confondu avec une validation d'un niveau technique dans la discipline d'enseignement. De fait, certains des candidats adoptent une posture plus adaptée à une soutenance d'agrégation ou de thèse que celle d'un formateur académique. Ils n'envisagent pas d'intervenir sur demande de l'encadrement pour des formations hors de leur domaine d'expertise propre. Par exemple, ils ne se projettent pas dans l'animation de formations générales ou transversales, évaluation, différenciation, gestion de classe, etc. Les candidats qui ont été particulièrement valorisés ont montré leur capacité à transférer les savoir-faire dans d'autres domaines que ceux qu'ils côtoient au quotidien. Le formateur doit parfois répondre à une commande qui le met en opposition avec ses idées personnelles. Ce devoir de l'égalité vis-à-vis de l'institution était souvent sondé par les membres de la commission. Les candidats doivent être vigilants lorsqu'ils citent un auteur à le nommer afin d'éviter toute suspicion de plagiat. De même, les revues de presse ou les longues citations sont à exclure. La soutenance doit permettre au jury d'évaluer la capacité du candidat à se confronter à un problème fondé sur un questionnement professionnel et le constituer en objet d'étude. À mettre en œuvre une démarche d'expérimentation s'appuyant sur une méthodologie rigoureuse. Le dispositif expérimental a vocation à être bénéfique à l'amélioration des pratiques. À analyser sa pratique par une confrontation d'expérience avec des pairs et d'autres professionnels. À discuter du fondement des hypothèses retenues. À relater la mise en œuvre d'un dispositif d'action, analyser ses difficultés, ses réussites et les évolutions professionnelles induites, envisager des prolongements. Dans l'échange avec le jury, le candidat doit être capable de mobiliser des références théoriques et réglementaires actualisées, adopter une attitude et une posture en adéquation avec le métier de formateur et les adapter à des situations professionnelles différentes, analyser sa pratique professionnelle et envisager des évolutions, se projeter dans des situations variées et des modalités de formation différentes. À ce stade, le jury attend du candidat qu'il soit en mesure de distinguer le formateur du formateur académique au regard notamment du schéma directeur de la formation continue. Capable d'exercer un regard critique sur la production réalisée, points forts, points faibles, confrontation aux résultats de la recherche et possibilité de la réinvestir dans des contextes différents. L'entretien vise à évaluer la capacité du candidat à concevoir, organiser et animer une action ancrée dans une problématique professionnelle et, pour ce faire, à inscrire son action dans le cadre des situations professionnelles et attendues institutionnelles liées au contexte d'exercice, proposer des outils, des démarches et des supports didactiques et pédagogiques de qualité et utiles, mettre en œuvre les techniques d'animation propices à une réception efficace, animer, réguler et recentrer les échanges en permettant la circulation de la parole de manière à faire avancer le traitement de la problématique travaillée, proposer des prolongements possibles. La problématique du plagiat est à nouveau discutée. Le jury rappelle de bien citer les sources. Le jury conclut en recommandant aux candidats non validés de poursuivre leur réflexion en participant à des actions de formation au PAF et à poursuivre les gestes professionnels du formateur. Parmi les candidats admis, le jury souligne la pertinence de l'expérience dans la posture d'un formateur déjà habitué à intervenir. La maîtrise du référentiel de compétences du formateur est aussi appréciée. Toutefois, une attention doit être apportée à la formation théorique des candidats. De façon récurrente aux autres années, nous conseillons au candidat de structurer et d'améliorer sa réflexion, savoir transférer ses compétences,
Analyser sa prestation en amont de l'oral, se projeter dans la fonction de formateur sont des compétences vivement conseillées. Pour le dossier, comme pour l'exposé des candidats, le jury a apprécié les présentations structurées à l'écrit comme à l'oral, reposant sur une problématique bien définie et un développement articulé de façon pertinente, étayé par des exemples pédagogiques vécus et précis, rendant compte de l'expertise acquise. Les références aux textes réglementaires et aux arguments d'ordre scientifique, didactique et pédagogique ont été remarquées et appréciées. Le jury apprécie les candidats capables de faire preuve d'une réactivité propice à un échange dynamique et constructif. Au regard de la composition du jury définie par le texte réglementaire, le candidat doit s'attendre à un questionnement inscrit dans des situations diversifiées. Le jury apprécie la connaissance des candidats des grandes lignes du projet académique, des différents publics qu'il aura à former, des spécificités liées à l'éducation prioritaire par exemple. Lors des entretiens, le jury a ainsi abordé des actions et des modalités de formation dans le contexte de l'éducation prioritaire, de l'interdegré et l'intercycle, de l'accompagnement des réformes, des formations en public désigné ou encore de la formation d'initiatives locales d'établissements, de réseaux, voire des PIAL. Le candidat doit aussi avoir une connaissance de l'évolution de la formation comme des conditions et modalités des formations au regard par exemple du schéma directeur de la formation continue. Nous invitons les candidats à s'emparer du référentiel des compétences professionnelles du formateur des personnels enseignants éducatifs et de se préparer en s'appuyant sur la grille d'évaluation de l'épreuve professionnelle comme de celle de l'épreuve de soutenance. Le formateur académique doit être également armé pour faire face à des groupes désignés, ce qui implique la maîtrise de techniques d'animation variées et un travail conséquent en amont d'une formation afin d'identifier les besoins réels et parvenir à un taux de satisfaction honorable à l'issue de cette formation. Le temps d'analyse de l'action de formation se révèle souvent décisif. Certains candidats ont conduit une animation de formation parfois peu convaincante, mais l'analyse qu'ils sont capables d'en faire, la possibilité d'analyser les choix faits en situation, peuvent compenser les maladresses de cette animation. Le regard réflexif et la capacité à réinterroger ses choix pour proposer par exemple des alternatives sont essentiels pour permettre de voir les compétences du formateur. Plus largement, l'ingénierie de formation est une compétence à développer. Le jury apprécie la potentialité du formateur en devenir davantage qu'une posture pleinement aboutie, ce qui serait prématuré ici. Le jury fait le choix ici de revenir sur le mémoire professionnel au vu de quelques productions peu satisfaisantes qui ne répondaient pas aux attentes institutionnelles. Le mémoire professionnel est construit à partir d'une problématique professionnelle, articulant savoir théorique et expérience de terrain, et dont l'intérêt peut être défendu par son auteur. La problématique est nécessairement large. L'ambition est moins de produire une recherche pointue, l'expression d'une expertise du candidat dans sa discipline, que de faire la preuve de son potentiel à devenir un formateur généraliste. Le mémoire ne peut être une simple juxtaposition d'une approche théorique et d'une expérimentation pratique. Il doit croiser les deux aspects de cet écrit en étayant l'expérimentation par des références théoriques et inversement, en liant les apports de la recherche à des pratiques. L'anticipation est indispensable, notamment dans la collecte d'informations, pour garantir une réflexion et une rédaction sereine. Le recueil de données doit s'appuyer sur une démarche rigoureuse et scientifique. Cela signifie aussi qu'il est sans doute précieux de réfléchir dès la première année à son sujet, à sa problématique, voire aux modalités du recueil de données.